Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Maude, je suis dans les équipes Startup Santé chez AWS depuis 4 ans. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur scène avec nous Alexandra, CEO d'Invitro, et Dali, CTO de Lifen. Donc je vais les laisser se présenter rapidement. Alexandra, si tu veux, à toi l'honneur. Bonjour, alors déjà merci de nous avoir invités. Je vais rapidement parler de moi et de la startup Invitro. Donc je suis la fondatrice de Invitro qu'on a commencé en 2019. Et en une ligne, Invitro, c'est une startup qui développe de l'intelligence artificielle pour lutter contre l'infertilité et augmenter les taux de succès de la FIV. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer le fait que l'infertilité aujourd'hui est un problème énorme et très sous-estimé. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est développer une plateforme SaaS qui basée sur de la technologie d'IA, de deep learning, qui permet d'évaluer les vidéos d'embryons qui se développent dans le laboratoire pour aider les experts de la FIV à mieux les évaluer et à mieux savoir lequel transférer, histoire d'augmenter les taux de succès de la FIV qui aujourd'hui sont assez inacceptables. On tourne à peu près à 70% de cycles qui ne marchent pas. Donc voilà, aujourd'hui on travaille avec AWS et donc c'est un plaisir d'être là avec le CTO de l'IFAN. Merci Alexandra. Donc moi je suis Dali Kilani, je suis CTO de Lifen. Donc je suis Lifen. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on essaie de faire émerger et de simplifier l'innovation dans la santé. On a commencé par simplifier la communication médicale parce qu'on s'est rendu compte que faire bouger de l'information médicale entre l'hôpital, un médecin, un patient était extrêmement compliqué. Et donc on s'est attaqué à ce sujet-là. Aujourd'hui, on est présent dans plusieurs centaines d'établissements, à plus de 500 établissements en France. Et au fait, tout ce qu'on a appris dans cet exercice-là, on est en train de le mettre à disposition des autres startups du secteur et de l'écosystème pour vous éviter de repartir de zéro comme nous, on a pu le faire il y a plusieurs années maintenant. Et comme objectif, en bout de chaîne, de mieux servir les patients et de leur offrir les meilleurs services de santé possibles pour un système de santé qui puisse être le plus pérenne, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de challenges, surtout après cette crise Covid qu'on a vue où le système était vraiment en tension. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, l'IFEN, Invitro, Dali, Alexandra. On va rentrer dans le détail. Juste avant, pour connaître un peu l'audience qu'on a, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui travaillent dans la santé? Super. Ok. Ceux qui se définissent plus comme des profils techniques, est-ce que vous pouvez lever la main aussi? D'accord. Le reste, j'imagine, c'est des profils business, sales. Super. Merci Vincent. Super. Donc, on va ajuster un petit peu le discours. Donc, Dali, Alexandra, est-ce que vous pouvez expliquer pour l'audience à quel stade de développement vous êtes aujourd'hui chez Lifen? En fait, nous, de notre côté, donc, comme je disais, on a commencé il y a 5 ans. On s'est développé en France. On a commencé par un CHU il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est dans plus de 600 établissements. Notre développement en France, on est vraiment dans une logique de scale-up maintenant, où on industrialise, on scale, on sert nos clients, on leur offre de plus en plus de services et on comprend beaucoup mieux leurs besoins. Mais en même temps, et c'est un peu le deuxième pied sur lequel on danse, on est une start-up en expansion internationale et chaque marché de santé dans chaque pays est complètement différent. On n'offre pas les mêmes services. En fait, c'est pas parce qu'on a réussi en France qu'on va réussir en Allemagne ou qu'on va réussir en Angleterre. Et c'est un peu la magie du monde de la santé. C'est un éternel recommencement, mais c'est ce qui fait la beauté du geste. Donc on est dans notre phase d'expansion au-delà de la France et c'est très instructif et c'est très intéressant. Donc, chaque pays, un nouveau product market fit finalement. Absolument. Et c'est pas les mêmes services peuvent être packagés différemment. La structure de valeur est différente. Celui qui paye le système d'assurance, etc., est complètement différent dans les différents pays. Et par conséquent, il faut s'adapter, il faut packager les offres différemment. Les patients n'ont pas les mêmes appétences pour des solutions en self-service ou pas. Les médecins, c'est pareil. Le niveau de technicité ou de l'aptitude à utiliser des solutions un peu techniques, un peu modernes n'est pas le même dans tous les pays. Les anglo-saxons, c'est pas comme l'Europe du Sud, c'est pas comme les Allemands, c'est un monde différent. Super, merci. Donc, en parlant de product market fit, je pense que c'est hyper intéressant pour vous aussi, Alexandra.
Est-ce que vous pouvez expliquer Oui, bien sûr. Alors nous, on est plus jeunes, donc on n'est pas aussi avancé. Mais pour reprendre un peu le thème, je veux aussi insister dessus. C'est vrai que le marché de la santé, et vous devez du coup le savoir vous-même, est très segmenté. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on le sait, tant qu'on s'y prépare bien, c'est pas un problème. Mais il faut juste le savoir en avance pour pas s'étonner quand on voit que ça va pas aussi vite qu'on le veut. Nous d'ailleurs, même si on n'est pas en phase de commercialisation comme vous, comme je disais, ça fait 2 ans et demi que la boîte existe. On a développé notre premier produit, on a obtenu le marquage CE parce qu'on a un dispositif médical, donc c'est quand même une énorme victoire. Et en fait, maintenant, on est en train de se déployer à nos partenaires. Et pour revenir sur ce sujet qui est très intéressant, l'internationalisation, dès le début, j'ai insisté pour qu'on ait des partenaires en France et en Espagne, notamment parce que le marché de la fibre en Espagne est très intéressant, mais c'était un exercice très très important que je recommanderais si possible à d'autres startups qui commencent, parce que comme l'a dit comme il vient de le dire, et ben en fait, très rapidement, on se rend compte des enjeux communs, des enjeux qui vont être très différents. Et en fait, ça nous aide à prioriser pas mal de choses pour se préparer un peu en amont du scale-up. Alors, en revanche, je ne dis pas que tout est scalable. Il y aura des choses qu'on devra, entre guillemets, réinventer pour chaque pays. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai tenu et je suis très contente qu'on l'ait fait. Et donc, pour parler un peu de notre stade, pour revenir là-dessus, maintenant, on est dans les enjeux actuels pour notre startup, c'est de déployer à plus d'utilisateurs pour commencer à valider, continuer de généraliser notre IA. Parce que surprise, l'IA, c'est pas en 2 jours qu'on la généralise. Et pour vraiment convaincre nos utilisateurs, parce que nos clients, ce sont les médecins. Alors bien sûr, c'est les patients à la fin qu'on veut aider, mais ce sont les médecins. Et vous serez sûrement pas surpris d'apprendre que même si on parle d'IA partout, l'IA aujourd'hui, elle n'est pas trop utilisée en pratique dans le labo. Donc il y a quand même un énorme boulot d'évangélisation, de convaincre ces docteurs. Donc c'est un peu l'enjeu actuel, c'est d'augmenter, d'élargir cette adoption européenne, vu qu'on a le marquage CE, et de continuer d'apprendre, de toujours essayer d'émettre des hypothèses, de les apprendre, de les tester avec nos utilisateurs, notamment dans différents pays. Je sais qu'on est un peu moins avancé que vous, mais je pense que dès le début, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce qu'on se rend vite compte de ce qui va peut-être pouvoir poser problème 1 ou 2 années plus tard. Et c'est hyper intéressant surtout de voir que vous avez rencontré des challenges un peu communs à différentes phases de développement. Peut-être si on sort un peu, si on dézoome de in vitro, si on dézoome de l'IFEN, quelle est votre vision des enjeux de l'écosystème santé en France et en Europe ? Moi, de mon point de vue, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le côté patient-centric, en gros, on centre tout sur le patient aujourd'hui. C'est la tendance globale qu'on voit. Ce n'est plus et surtout la fourniture de services de santé n'est plus associée à un médecin qui va voir un patient qui va voir un médecin dans un cabinet ou dans un hôpital. On peut fournir des services de santé alors qu'on est en mobilité. On peut les fournir là où le patient est, au travail. On voit bien de la téléconsultation, la télésurveillance, les cabines où on peut appeler un médecin dans sa mairie, etc. etc. Toutes ces choses-là font que des solutions techniques qui permettent la continuité de soins. Il faut réinventer l'infrastructure qu'il y a derrière. Il faut pouvoir être capable. Il faut être capable de fournir tous ces services-là alors qu'on n'est pas, on n'est pas dans un environnement médical. Et ça va être extrêmement important parce que dans la continuité de cela, le médecin, quand il va voir le contexte, il a besoin d'avoir le contexte complet sur le patient. Et c'est ce qui implique que tous les travaux qui ont été faits et qui sont en train d'être faits dans le contexte du Ségur, par exemple de la santé en France, d'avoir l'identification claire pour un identifiant unique pour le patient, pour pouvoir taguer toute l'information médicale qui arrive dessus, l'interconnectivité, l'interopérabilité, tous ces services-là sont très importants et c'est ce qui va nous permettre d'offrir les meilleurs services dans le futur de santé pour les patients. Ça, c'est un vrai challenge. Donc on va parler d'infrastructure juste après, mais en résumé, donc la tendance, on le voit, du patient qui est au centre des enjeux, qui va après imposer, du coup, j'imagine, des nouvelles politiques de santé numérique comme les Ségur, et derrière impliquer des choix d'infrastructure. On va demander à Dali après quels ont été ces choix d'infrastructure. Alexandra, peut-être une vision des enjeux globaux sur la santé en Europe ou en France ? Alors, je pense qu'il y a différentes manières de répondre à cette question. Pour reprendre un peu ce que Dali vient de dire, je pense qu'il y a clairement un besoin et une envie de plus de transparence dans la santé.
de tous les partis, hein, de médecins. C'est souvent quelque chose qui, souvent dans des parcours qui sont très multifactoriels comme la FIV, on a envie de comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a vraiment cette envie que les choses deviennent un peu plus reproducibles, je ne sais pas si c'est un mot, mais pour comprendre un peu plus, pour donner plus de sens à tout ce parcours qui peut être difficile. Et pour parler peut-être de vision des enjeux, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on est peut-être là pour ça, parler quand même du réglementaire. Notamment moi qui suis encore une fois un peu plus jeune, enfin moi in vitro pardon, que l'IFEN, je pense que vraiment s'il y a un message que je veux faire passer, et vous devez déjà le savoir, c'est que le réglementaire peine encore à suivre, enfin j'ai peut-être utilisé un mauvais mot, mais est encore en train de se faire à l'IA. Je parle beaucoup d'IA, hein, parce que la boîte est l'IA, je sais qu'il n'y a pas que l'IA dans la santé, mais du coup je me concentre sur l'IA. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en train de se faire. Encore une fois, on a beau utiliser le mot IA partout, ben, mine de rien, au final, c'est pas trop utilisé. Donc ce qui est vraiment important, si je devais donner un conseil, notamment, pas qu'aux entrepreneurs, mais aux équipes, c'est habituez-vous très tôt à ces exercices réglementaires, parce que ça devient vraiment très rapidement une dette technique si on n'y est pas habitué. Accompagnez-vous de consultants qui sont bons, accompagnez-vous de DPO qui sont bons, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur la collecte de données, et si on ne le fait pas bien, eh ben, ça risque de revenir nous mordre, on va dire, plus tard. Donc vraiment, j'insiste, ne sous-estimez pas, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous avez compris comment le faire, c'est faisable. C'est pas pour ça qu'il ne faudrait pas investir ou qu'il ne faudrait pas rejoindre une start-up santé, mais c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, notamment parce que beaucoup d'institutions sont encore en train d'apprendre sur le tas. Et donc ça, c'est mon autre message, c'est que ce qui peut être un peu frustrant, c'est que souvent, les médecins eux-mêmes ne sont pas encore au courant. Il y a encore cette sorte d'évangélisation de tout ce qui doit se faire, et donc c'est un parcours à faire ensemble. Il faut être un peu patient, il y a encore beaucoup de choses qui vont se développer dans les années qui suivent, mais c'est pas grave, on est là pour ça, on est là aussi pour faire bouger les choses, et du coup on espère que vous le ferez aussi. Super intéressant. Du coup, j'ai envie de vous demander, expliquez-nous comment vous avez combattu ces challenges. Peut-être Dali, pour commencer, ton voyage vers AWS ou vers le cloud en combattant ces challenges réglementaires, comment t'as fait? En fait, on s'est inscrit assez rapidement. On a compris quand l'IFEN a commencé en 2015 et a commencé à commercialiser des produits en 2017. Et au fait, assez rapidement, on a compris qu'on était quand on vend à un hôpital, au fait, on est un acteur qui fait du SaaS entreprise. On n'est pas du tout en train de faire du consumer. Donc, vendre du SaaS entreprise dans la santé ou autre, il faut de la certification parce que c'est normal. Il faut de la compliance. C'était au moment où le RGPD rentrait en action aussi. Donc, on a été sensibilisé là-dessus. Il y avait un avant et un après. Tout le monde se disait, ah là là, c'est quoi cette vague qui va nous compliquer la vie? Mais en fait, tout point d'inflexion ou tout changement de cadre ou de contexte est une opportunité pour se différencier. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vu chez l'IFEN. On s'est dit, OK, il va y avoir plus de règles. Soit on les considère comme des frictions, soit on les considère comme une opportunité pour faire ça bien. Et par exemple, on a choisi de se faire certifier HDS nous-mêmes, hein, et pas uniquement d'utiliser un hébergement HDS. Donc, de faire toute la démarche ISO 27001 et HDS en tant qu'entreprise, en tant qu'hébergeur de données de santé. Pourquoi? Parce que on savait que ça allait mettre la barre plus haut, on savait que ça allait rassurer nos clients, on savait que ça allait faire de nous un acteur qui avait incorporé toutes ces contraintes de compliance et de conformité dans notre quotidien. Et on a trouvé en AWS un partenaire qui justement comprend ces contraintes-là. Parce que quand on va, si vous allez regarder la liste de toutes les certifications qu'AWS a, c'est une liste qui est plus longue que tout ce qu'on peut imaginer. Et surtout, on a trouvé des partenaires avec qui on pouvait échanger sur ces sujets-là, où on pouvait être accompagné. Et le fait qu'on soit arrivé, on n'a pas commencé dans le cloud, on a commencé dans de l'hébergement un peu plus traditionnel, mais on est arrivé dans le cloud pour plusieurs raisons. Une étant une meilleure compliance, une capacité d'avoir de la compliance. Hein, tout ce qu'on a, des exemples pour ceux qui sont techniques connaissent les services AWS, hein, les Cloud Trail, la capacité de monitorer de façon programmatique les actions, la capacité de limiter, de faire des élévations de privilèges, tout ça, on l'utilise dans notre quotidien, en fait, dans tous nos systèmes, et c'est extrêmement important. Et je finirai par dire que finalement, notre chemin vers le cloud était inéluctable. Quand on a commencé, il n'y avait aucun cloud aucun cloud public qui était certifié HDS, mais on savait que tous les acteurs allaient faire l'effort, et c'est ce qui s'est passé.
Et aujourd'hui, on en est content et c'est ce qui nous a permis sur les dernières années de lancer des produits et de faire des croissances assez importantes de type 20 fois, croître genre 20x en une année sur un service ou un produit sans qu'on ait aucun problème, puisqu'on est capable de bénéficier de l'élasticité tout en maintenant un contexte de sécurité et de compliance et de contrôle qui est compatible avec les services qu'on offre. Merci beaucoup. Si vous avez des questions pour Dali après sur la partie compliance ou pour nous, on sera juste après disponible. Alexandra, votre chemin vers le cloud? Ouais, alors je vais reprendre un mot qui a été utilisé. Je pense que c'était un peu inéluctable qu'on aille vers le cloud. La première raison toute bête, mais peut-être importante, c'est que AWS nous a donné plein de crédits gratuits. Donc, quand on est une start-up et qu'on n'a pas d'argent, ça fait plaisir. Et je recommanderais du coup ce programme, le programme Activate. Ça nous a permis surtout, en fait, tout bêtement, de stocker des données. Parce qu'encore une fois, c'est des données de santé. Et après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais les garder en local, il y a quand même pas mal de choses à assurer pour s'assurer qu'elles sont bien maintenues. Donc, c'était la première chose, trouver un cloud HDS. Alors, avec le bémol, mais la bonne nouvelle, c'est que AWS sont très conscients de toutes ces affaires réglementaires, sachant que le cloud out a peut-être un peu compliqué les choses pour certains partenaires, mais pas beaucoup. Donc, c'est la bonne nouvelle, le fait que ça reste quand même une boîte américaine. Mais dans tous les cas, c'était la première raison. On a passé sur AWS pour stocker nos données de santé et ensuite, pour autour de ça, développer de bonnes pratiques de cybersécurité. Et ça, encore une fois, on a beaucoup interagi avec les architectes d'AWS pour nous assurer qu'on a très bonnes pratiques. Et donc ça, je pense que le cloud est vraiment unique pour ça, plutôt que d'être toujours on-premise et en local. Et l'autre chose, bien sûr, c'est de pouvoir déployer plus facilement plutôt qu'à chaque fois être on-premise. Et donc ça, on le voit maintenant, c'est beaucoup plus facile maintenant d'aller chercher de nouveaux utilisateurs, leur dire non, en fait c'est tout bête, on est sur le cloud, allez vous connecter, on va pas réinventer la roue à chaque fois. Et puis bien sûr le fait que j'ai quand même l'impression que de plus en plus de gens sont attirés par les technologies du cloud. Au moment d'engager, c'est peut-être plus intéressant, enfin peut-être que je me trompe, mais en tout cas beaucoup de gens sont intéressés par justement travailler dans des boîtes qui utilisent ces technologies. Donc voilà, pour reprendre ce que Dali a dit, c'était vraiment inéluctable. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être avec des partenaires qui sont au courant, qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à travailler et qui du coup nous aident aussi à rassurer, parce que je reviens un peu sur mon thème principal. Le seul message que j'ai à vous envoyer, c'est qu'il y a, en tout cas dans le médical, dans les dispositifs médicaux, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail dans la communication, l'évangélisation, rassurer les hôpitaux, les patients qu'on ne fait pas n'importe quoi avec leurs données et qu'on a notamment des partenaires qui le prennent très au sérieux. Et ça, c'est super important et tu as mentionné le Cloud Act et je vais appuyer dessus et je pense que vous êtes aussi d'accord avec Alexandra pour dire que vous rencontrez aujourd'hui des difficultés parfois réglementaires. Donc, pour résumer, je vais vous expliquer comment répondre aussi à ces challenges-là. AWS, nos équipes santé ont remarqué 4 grands enjeux. Le premier, c'est la sécurité. C'est la priorité numéro 1, la sécurité liée à l'industrie de la santé. Je vais l'expliquer juste après. Le deuxième point, c'est la data, le traitement de la donnée à grande échelle. Ça parle de l'ingestion de la donnée de santé au traitement, à l'analyse, qui est en volume exponentiel. Troisième point, c'est l'IA. On va en parler juste après avec un exemple concret. L'IA appliquée à la médecine, à la modélisation prédictive aussi, pour aider tout à chacun dans sa santé. Et le dernier point, c'est l'aspect business. Commercialisation, market fit. Donc sur la sécurité, AWS a une équipe. AWS existe depuis 16 ans. Et depuis 9 ans, on a créé une practice santé en France et en Europe avec des experts qui ont en moyenne, plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie, donc je rajeunis un peu cette stat, mais on est là pour vous aider sur ces sujets-là. Sur la thématique santé, il y a 3 choses à retenir. La première, c'est qu'AWS fournit un cadre réglementaire. Donc, en utilisant AWS, vous allez bénéficier des mêmes obligations réglementaires que les plus grandes entreprises de la santé, comme Sanofi, comme AstraZeneca, comme Moderna, qui travaillent avec AWS, que des institutions financières ou gouvernementales comme la NASA, et on met ces certifications, ce cadre-là, à votre disposition aussi. Le deuxième point, c'est les certifications. Donc vos données confidentielles, et ça c'est un messaging qu'il faut avoir en tête, les données confidentielles des patients qui sont sur AWS, vous choisissez l'endroit où vous stockez ces données. Donc vous choisissez une région, et la certification C5,
certifie, garantit que les données ne sont ni accédées, ni déplacées, ni dupliquées sans votre consentement. Et ça, c'est hyper important. Et derrière ces certifications-là, on est certifié RGPD, on est certifié HDS à Paris, à Francfort, à Dublin, en Europe. Si vous stockez vos données sur ces 3 régions-là, vos données sont certifiées HDS. Et de par la RGPD, on ne pourra pas ni regarder, ni consulter, ni dupliquer ces données. C'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être aussi tout ce qu'on va vous aider, tout ce qu'on peut faire pour vous aider autour des conseils. Donc, on a créé des templates, des boîtes à outils pour vous faciliter le développement dans le cloud. Donc, par exemple, si vous avez des environnements FHIR, donc FHIR qui est un protocole assez connu, un standard pour les échanges de documents médicaux, je vous invite à aller consulter FHIR sur AWS. Ce sont des templates qui sont prêts à l'emploi pour créer des environnements FHIR. Pareil, si vous traitez la donnée médicamenteuse, les environnements GXP vont être très importants pour vous. On a créé des boîtes à outils. Je vous invite à aller chercher GXP sur AWS. Donc, ces 2 exemples, il y en a plein d'autres. Venez nous voir, on vous donnera des conseils vers ces templates-là. Le dernier point, avant de vous redonner la parole, c'est sur le point Cloud Act. Le Cloud Act, alors, il y a une session à 15h30 en grand amphi qui ne parle que de ça, avec Stéphane Adlinger, notre directeur technique. Donc, allez-y si ça vous intéresse. Mais en quelques mots, le Cloud Act, comme tu l'as mentionné, ça permet aux forces de l'ordre de saisir le tribunal américain pour demander à un hébergeur de données de communication d'accéder aux données. Ce qui est hyper important d'avoir en tête, c'est que le tribunal américain ne le fait que si vous êtes sous infraction pénale grave. Grave, c'est pédophilie, trafic d'enfants, terrorisme. Donc si toutefois vous êtes soumis à cette infraction pénale, AWS va d'abord vous informer de la demande, 2, engager son armée d'avocats pour défendre, et 3, si toutefois il doit vraiment donner accès à ces informations, la RGPD prend le dessus, et si vos données sont chiffrées, alors elles ne sont pas divulguées, ou alors elles sont divulguées chiffrées. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. 1, on ne donne pas accès. 2, sauf si infraction pénale. Si infraction pénale, on envoie une armée d'avocats qui va vous défendre et vous prévenir. Et 3, si vos données sont chiffrées, de toute façon, ils n'auront pas accès. En France, il y a eu 0 demande liée au Cloud Act et à AWS. Donc c'est des messaging qu'on entend beaucoup. Venez nous voir, on vous expliquera aussi à packager un peu ces solutions-là pour vos clients finaux et vos patients, etc. Donc, peut-être, je te redonne la parole, Dali, sur la partie sécurité compliance. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail ou alors est-ce que tu veux... Oui, bien sûr. Enfin, nous, on le vit tous les jours. De la protection DDoS sur de l'infrastructure AWS, dont on profite en fait, par défaut, de la capacité d'observabilité sur les systèmes, de CloudTrail, comme je le mentionnais. C'est très facile de l'activer. Et du coup, on a toutes les actions possibles et imaginables qui sont tracées et on est capable d'avoir des alertes dessus et de les traiter. On intègre, par exemple, aussi la partie marketplace. On a accès à beaucoup de partenaires et de solutions SaaS qui sont bien intégrés dans AWS et donc du coup on peut faire notre marché de façon assez simple. Donc tout ça crée un écosystème qui est très favorable à tenir une posture de conformité et de cybersécurité qui est nettement meilleur que ce qu'on avait historiquement dans d'autres environnements où c'était beaucoup moins développé. Et on expliquait à certains de nos clients qui nous disaient oui, le cloud et tout, on leur disait écoutez, vous savez quoi, en fait, ça sera nettement plus sécurisé et voilà, on vous explique pourquoi et on peut leur montrer des dashboards, des suivis d'activités, etc. Donc tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne dans cette affaire. Merci. Le deuxième point, c'est la partie qui est liée, c'est la partie data. Donc vos données, où elles sont, comment vous les stockez. Votre donnée, vous la collectez de plein d'endroits différents, dans des silos. Vous allez, je pense, utiliser une approche data lake pour stocker cette donnée-là. Sur Amazon, le data lake le plus connu, c'est Amazon S3, qui vous permet de stocker des données non structurées et de les requêter facilement. On a lancé aussi un service qui s'appelle Amazon Health Lake, disponible pour ceux qui veulent avoir de la compliance HIPAA aux États-Unis, qui va se baser sur des normes FHIR, encore une fois. Si vous avez des données en normes FHIR, vous pouvez automatiquement les lire, les requêter et appliquer par exemple du machine learning sur ces données-là. Donc que vos données soient dans S3, dans Health Lake, vous allez après voir des cas d'usage assez fréquents dans la santé. Le premier cas d'usage,
c'est vraiment analyser la santé de population. Une start-up avec laquelle on travaille, c'est Open Health. Ils analysent, par exemple, les clusters Covid. Ça va peut-être vous parler en ce moment, mais ils analysent ça à l'échelle. Un autre use case qui est hyper pertinent, c'est la modélisation prédictive des maladies. Donc Enterome, qui est une startup avec laquelle on travaille, je sais qu'ils sont là aussi aujourd'hui, va analyser des dizaines de millions de données de séquençage ADN couplées à des dizaines d'analyses aussi des bactéries microbiotiques pour aller détecter potentiellement des cancers ou des maladies qui peuvent vous toucher. Donc, ils font tout ça sur Amazon S3 et ce traitement de la donnée à l'échelle est le deuxième gros use case. Le troisième, c'est bien sûr la téléconsultation, tout ce qui va simplifier le parcours de soins des clients. Est-ce que peut-être, Lifen, est-ce que Dali, tu peux expliquer, toi, la donnée, comment tu la gères en fait chez Lifen? Alors nous, on stocke en fait, les documents médicaux en les ayant chiffrés, on les stocke sur S3, mais en les ayant chiffrés en préalable, ce qui nous permet de faire une séparation, enfin separation of concerns, enfin, de séparation d'ownership là-dessus, entre les équipes opérationnelles et les équipes évidemment de compliance et les équipes applicatives. Deuxième point, c'est qu'on utilise aussi les services à la fois évidemment RDS à large échelle, parce que c'est extrêmement pratique d'utiliser de la base de données managée. Et puis on utilise Redshift, au fait, vraiment à large échelle. Là, pour le coup, pareil, pour avoir une vue au niveau de l'écosystème de santé en France, puisque avec le développement qu'on a eu tous les hôpitaux qu'on a, on a une vue transversale de tout le secteur de la santé en France. Et on utilise Redshift pour avoir une data warehouse assez conséquente maintenant, anonymisée bien sûr, puisque de toute façon, d'un point de vue RGPD, ça va de soi. Mais c'est une des data warehouses les plus développées au fait qui existent aujourd'hui en France et qui nous permet d'avoir des vues assez poussées sur certaines évolutions, les tendances qui sont très utiles à la fois pour les acteurs institutionnels, mais aussi pour nos clients qui ont des fois besoin de se benchmarker, tout simplement. Super, donc Amazon S3, RDS, Redshift, est-ce que tu appliques de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, au fait, nous, historiquement, on a développé notre stack d'intelligence artificielle en interne et notre savoir-faire là-dessus pour des raisons, parce qu'on sait qu'on a certains clients qui nous demandent de déployer nos modèles chez eux, parce que tout le monde ne veut pas faire de cloud, malheureusement, en tout cas pour les années à venir. Et le deuxième point, surtout, c'est qu'on est capable de faire des apprentissages et des customisations assez poussées et assez spécifiques. Et on a eu la chance d'avoir vraiment une équipe d'IA qui utilise les derniers outils vraiment très poussés. Et ça nous fait un savoir-faire qui nous permet de nous adapter, surtout, comme on a dit, comme j'ai mentionné plus tôt, quand on a des modèles qui marchent en France, les mêmes ne marchent pas nécessairement en Angleterre, en Allemagne. Donc il faut avoir la capacité de les redévelopper et de ne pas nécessairement utiliser des choses sur étagère. Mais c'est un peu un cas assez spécifique pour nous. D'accord, donc vous, c'est plus sur des instances de machine learning. C'est une possibilité sur AWS d'avoir des instances GPU, par exemple, pour faire du machine learning? Absolument. Et c'est l'un des intérêts majeurs de le faire, en fait, même si on maîtrise, nous, notre stack, c'est d'utiliser du hardware dernier cri. Et c'est ce qu'on utilise, par exemple, en Irlande, sur la région Irlande, où on a toujours le dernier cri des GPU NVIDIA, des CPU. Et ça, c'est un avantage incroyable. Donc toi, tu utilises les instances. Alexandra, je sais que vous utilisez SageMaker, donc Amazon SageMaker, qui est notre boîte à outils pour les data scientists pour faire du ML. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux expliquer le cas d'usage? En 10 mots, peut-être, oui. On utilise SageMaker pour labelliser nos données. Voilà. Ok. Pour l'instant, on l'utilise pas pour plus, mais on sait qu'il y a de la marge pour utiliser pour d'autres choses. Et rien que ça a été très utile. Ok, mais ça donne un peu les deux approches. Il nous reste 1 minute, du coup j'accélère. Dernier point, c'était la partie business. Je pense que AWS peut aussi vous aider, et c'était mon message, pas seulement sur la partie technique. On peut vous aider sur les messaging réglementaires, on peut vous aider aussi à accéder à des prestataires aussi. On a un réseau d'entreprises qui utilisent AWS. On peut faire des mises en relation, on peut faire du co-selling, on peut faire du co-marketing. On a des programmes qui s'appellent APN, qui s'appellent la Marketplace. On a des programmes comme le Data Exchange qui vous permet de monétiser aussi certaines des données. Donc, peut-être dernière question, il nous reste 20 secondes. Un dernier conseil à donner à l'audience, Dali, et ensuite Alexandra. C'est pas parce que c'est plus simple dans le cloud qu'il ne faut pas investir dans les couches d'infrastructure et dire que ça va marcher tout seul.
il y a de la complexité, les systèmes sont de plus en plus complexes et il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'AWS a pris une grosse partie de la charge qu'il n'y a pas encore de boulot à faire dans vos équipes. D'accord. Alexandra, super conseil, merci. Alexandra, un conseil? Moi, je vais juste me répéter encore une fois, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur le réglementaire. Rappelez-vous que c'est une belle barrière à l'entrée. Une fois que vous l'avez dépassé et que vous pouvez convaincre tout le monde que vous faites les choses bien. Donc, je me répète, entourez-vous bien, notamment d'AWS, de consultants réglementaires, de DPO. Et ensuite, vous aurez la conscience tranquille et ça ira beaucoup plus vite. Un grand merci à Dali et Alexandra.